Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour, amis du jour, bonsoir, amis du soir. C'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été des milliers à écouter notre dernier épisode avec Éric Dippo. Son histoire, comme celle des autres, a retenti chez vous. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Deezer, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invitée est mon amie Antonia et elle va nous dire, en tout cas comme les autres invités, ce qu'elle aurait aimé que sa maman lui dise. Bonsoir Antonia. Bonsoir Diane. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu es contente d'être là? Je suis ravie d'enfin, en tout cas, participer à ce podcast. Si maman m'avait dit, c'est vrai qu'on en a parlé depuis longtemps. Donc, déjà, je suis ravie de t'avoir avec moi à Paris, profiter un peu de toi. Et donc, je suis ravie qu'on ait cette conversation. Alors, plusieurs personnes ont écouté le live qu'on avait fait au début du confinement et c'est l'occasion en tout cas de parler d'autres choses, d'approfondir ce que tu avais pu partager avec la communauté si maman m'avait dit. Alors, comme à mon habitude, je te pose comme aux autres invités la question phare. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? J'aurais aimé que ma mère me dise que les meilleurs d'entre nous pouvaient commettre des erreurs, que même les personnes qu'on chérissait et qu'on mettait sur des piédestals restaient humains et pouvaient commettre des erreurs, et que finalement l'être humain, même dans sa meilleure version, reste perfectible. À quel moment tu t'es dit ça? Que même les meilleurs pouvaient faire des erreurs? Je me suis dit ça... Quand est-ce que ça arrivé la première fois? C'est arrivé à plusieurs reprises, mais assez tard dans ma vie finalement. Je pense autour de mes 25 ans, je pense. J'ai été un peu déçue. Je peux même plus me rappeler exactement pourquoi, en tout cas par 2 hommes ou 3 hommes qui étaient importants dans ma vie. Donc mon meilleur ami, mon père aussi un peu et un autre ami, des personnes que j'appréciais énormément. Et sans forcément rentrer dans les détails, j'ai été on va dire, étonnée en tout cas par certaines réalités que j'avais découvertes chez eux. Et ça a été un véritable apprentissage, en tout cas de réaliser que ces personnes pouvaient faire commettre des erreurs et être finalement plus humains, je ne le pensais. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Mais ça, tu en parles aujourd'hui parce que tu as peut-être du recul. Oui, je dis parce que j'ai du recul. Ouais. Si on revient donc à toi il y a 25 ans, quand tu découvres en fait que ces personnes que tu idéalisais peut-être pouvaient commettre des erreurs, comment tu t'es sentie? Et surtout, est-ce que tu peux parler d'une expérience pour qu'on comprenne à peu près, peut-être pas des 3, mais parce qu'il y a une expérience que tu peux partager avec nous En vérité, franchement, je me rappelle même pas exactement de quoi. Je sais pas si je peux parler de mon père, mais ce n'est plus un secret forcément aujourd'hui. Mais j'ai découvert à 25 ans que j'avais une demi-sœur. Et ça a été très, 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 très... C'était une expérience très compliquée pour moi. Comment tu l'as découvert? Mon père. Il te l'a dit? Mon père m'a appris que j'avais une demi-sœur à mes 25 ans, de façon assez simple. Il m'a appris ça. Il avait, je pense que je peux le dire aussi, il avait découvert tard aussi. En tout cas, c'est ce qu'il a partagé avec nous.
Et ça a été très compliqué à accepter et à vivre pour moi. Mais ça a été compliqué. C'est marrant parce que ça a été compliqué, on va dire 48 heures. D'accord. Alors, avant de savoir ce qui s'est passé durant les 48 heures, ton père t'appelle ou il te donne rendez-vous? Comment ça Je rentre en vacances. C'est un souvenir flou pour moi. Hein. Je pense que ma mémoire, comme la mémoire de beaucoup de personnes, peut être sélective. C'est un souvenir qui est flou pour moi parce que ça a été un moment difficile à vivre. Non, mon père, je pense que je rentrais en vacances pour son anniversaire, je crois. Ouais, je rentre en vacances pour son anniversaire et il nous appelle, mon frère, moi et mes 2 frères. Et je sais plus de quoi on parlait, mais c'était dans sa chambre. Et puis, il nous dit qu'il a quelque chose à nous dire et il nous dit qu'on a une petite sœur qui s'appelle... Et moi, franchement, je n'arrive pas à me rappeler exactement, enfin, tu vois, l'enchaînement des émotions que j'ai pu avoir à ce moment-là. Mais I shut down. J'ai bugué, quoi. J'ai bugué, je pense que je me suis mis à pleurer. Mon père était désemparé. J'ai un souvenir de mes frères qui disaient des choses. J'ai le souvenir, d'un de mes frères qui disaient « Ah oui, moi aussi, c'est compliqué pour moi parce que je suis le dernier, j'ai toujours été le dernier. » Et mon père qui disait « Mais non, mais vous pouvez comprendre que pour Tonia, c'est compliqué. » Bref, mais c'est flou en fait dans ma tête. J'ai juste tu es la première de la fratrie. Oui, je suis l'aînée de ma famille. Je suis l'aînée, l'aînée, la grande sœur, la fille chérie, attendue. J'ai une grande sœur. Je suis pas vraiment l'aînée en fait. J'ai eu une grande sœur qui est décédée quelques heures après sa naissance. Du coup, je suis la première à avoir survécu. Ma mère a eu... Je me rappelle pas, je ne vais pas parler pour elle, mais je pense que ma mère a eu quelques fausses couches quand même aussi. Ou en tout cas a essayé plusieurs fois d'avoir des enfants. Et donc j'ai une grande sœur qui a survécu quelques heures, je crois, ou peut-être une journée maximum. Donc oui, je suis l'aînée et je suis la seule fille, enfin j'étais la seule fille. Donc ça a été un moment bouleversant. Donc j'ai très peu, finalement, tu vois, j'arrive pas forcément à bien expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, ou même à avoir des idées claires de mes émotions, alors que pourtant j'ai une intelligence émotionnelle qui est quand même assez élevée au-dessus de la moyenne. C'est un souvenir qui est flou pour moi. Qu'est-ce qui se passe durant les 48 heures après? Tu ne parles pas à ton père? Ouais, tu te demandes si ta mère est au courant? Oui, mais ma mère était au courant. Honnêtement, j'arrive pas à me rappeler exactement l'enchaînement des choses et tout ça. C'est un vieil épisode, hein. Mais ma mère était au courant. Ma mère avait déjà commencé à me préparer un peu à cet événement. C'est juste moi qui n'avais pas forcément voulu le voir à ce moment-là. Donc je te dis ça aussi avec du recul maintenant. Mais puis, quelques mois auparavant, ma mère était venue me voir à Londres et je crois qu'on avait évoqué je sais plus comment, mais elle m'avait donné des pistes, tu vois. Est-ce que tu sais pourquoi ton père, en tout cas vos parents ont décidé de vous dire ça à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Pourquoi à 25 ans et pas à 15 ans ou pas à 20 ans? Non, mais parce que comme je t'ai dit, mon père l'a su assez tard. En fait, c'est leur histoire à eux, à mes parents. Je connais pas les détails, mais mon père on l'a pas appris énormément plus tard, en fait. Ils ont décidé ça comme ça parce que déjà mon père en a parlé à ma mère, c'était l'étape numéro 1. Je pense qu'ils ont processé ça dans leur couple. Je pense, hein, parce que c'est leur histoire, c'est pas la mienne et tout. Mais en tant que couple, ils ont processé ça. Il y a eu toute une préparation. Je pense qu'il a dit à partir du moment où ma mère était ok avec ça, je suppose qu'il avait peut-être repris contact avec sa fille, etc. Parce qu'en fait, il savait pas en fait qu'il avait une fille. Et voilà, c'était l'annonce officielle. Je crois que c'était au moment, c'est un anniversaire de mon père. J'étais rentrée 25 ans, donc possiblement peut-être les 60 ans de mon père ou les 65 ans de mon père. J'y suis nulle, j'ai pas la notion du temps. Donc c'était un moment solennel où il fallait qu'ils nous le disent, mais ils nous l'ont dit quand eux ils étaient prêts aussi. Et après 48 heures, tu t'es sentie ok? Je ne peux pas te dire, je me rappelle plus, mais je sais que j'ai bugué au moins pendant 24 heures vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas parlé.
ou à peine. Bonjour, bonsoir, je parlais pas, je suis restée dans ma chambre, je suis sortie pour manger. Et le deuxième jour, je sais pas trop. Et donc, c'est revenu après 48 heures où j'ai accepté en fait. J'ai eu besoin d'une latitude, quoi, d'un moment d'acceptation. Et comment s'est passée la rencontre? Entre quel moment il y a eu entre l'annonce que vous avez une sœur et la rencontre avec cette sœur? Je sais pas. Vraiment, c'est une vieille histoire, quoi. J'avais 25 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Je sais pas, c'est pas très important pour moi, je sais pas trop. Je pense que l'étape d'après, c'était que je vois des photos d'elle, qu'on s'écrive ou qu'on s'envoie des emails, ou elle m'avait envoyé un email, je crois. Moi, je l'ai rencontrée, je suis allée à Dakar franchement, je suis nulle. Je vais pas parler de date parce que vraiment, j'ai jamais eu la notion du temps. Mais quelques temps plus tard, je suis allée à Dakar, je l'ai rencontrée à Dakar. Voilà, je peux pas te dire c'était à quel moment exactement après l'annonce. Mais voilà, ça s'est fait assez naturellement, en tout cas, on va dire, quoi. Est-ce que tu en as voulu à elle? Est-ce que tu as eu l'impression que cette nouvelle cassait votre schéma familial, ou tu avais déjà assez de recul et tu t'es dit c'est pas... Au moment de la rencontrer? Oui. Non, mais jamais. Non. Bah, non, aucunement. J'ai jamais pensé. Enfin, c'est même bizarre de dire. Je vois. Enfin, elle, qu'est-ce qu'elle a? Non, j'ai jamais. Mais même j'en ai jamais voulu à elle. Enfin, je ne me suis même pas. Non, je me suis pas posé la question. Elle, il fallait l'accueillir dans notre famille. Mais surtout, mes parents ont fait tout le travail. Hein. Moi, j'ai pas. Non, on n'est pas. C'est l'histoire de mes parents. Après, nous, ça nous a bouleversés parce que c'est normal que ça bouleverse des enfants. Puis je vais pas parler pour mes frères non plus, je parle vraiment pour moi. Moi, ça m'a bouleversée parce que j'étais la seule fille, parce que j'étais l'aînée, parce que mon père, c'est tout pour moi, quoi. Mon père, voilà, on a une relation très particulière. Justement, c'est quoi votre relation? Parce que c'est là où tu idéalisais comme beaucoup de filles, ou pas d'ailleurs. Ton père, c'était quoi votre relation? C'est toujours la même que j'ai aujourd'hui. Hein. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui a forcément changé. C'est un événement comme un orage. Et après, une tempête. Et après la tempête, le soleil revient, parce que j'ai toujours eu plutôt des relations. J'allais dire une bonne relation, je sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Mais j'aime beaucoup mon père. Mon père m'aime beaucoup. Après... on a des caractères qui peuvent être assez proches, et j'ai eu mes moments de rébellion aussi avec mon père, mais c'est une relation forte. Donc, je sais pas trop si on peut la décrire. Je pense que c'est le classique, ou peut-être le cliché de la relation fille-père. J'étais l'aînée, j'étais la fille chérie de mon papa, quoi. Et c'était mon papa chéri, quoi. Enfin, c'est toujours, de toutes les façons, mon papa chéri. J'adore ma mère. C'est ma meilleure amie aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est ma meilleure amie. Et j'adore mon père aussi. Mais c'est vrai que j'ai une relation... elle n'est pas fusionnelle, mais j'ai une relation intense, quoi, avec mon père. Parce qu'on a plutôt des caractères qui se ressemblent, et que... mon père a fait beaucoup de choses avec moi quand j'étais petite. J'ai des souvenirs qui m'amène à l'école, qui m'achète des livres. On a beaucoup de passions en commun. Et puis c'est épidermique de toute façon. Je ne sais pas trop si je peux l'expliquer, mais voilà, moi, mon père et moi, voilà, on a une relation particulière, mais très forte, en fait. Autant, je pense que mes frères s'entendent très bien avec leur papa, parce que c'est leur père, ils sont presque meilleurs amis, ils ont beaucoup de similarités. Autant moi, c'est une relation qui est particulière, et par contre tout le monde sait qu'il faut pas trop mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce, tu vois. Tout le monde sait que mon père et moi, c'est Tonia et son papa, il faut toujours marcher un peu sur des œufs, quoi. Donc tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé en tout cas que ta maman te dise que même les meilleurs font des erreurs, mais je suppose qu'à 25 ans tu ne te rends pas compte de ça. Quel a été le chemin que tu as mis en place pour comprendre cette phrase et te dire que ton père a fait une erreur et que c'était peut-être pas grave?
Enfin, je sais pas. Non, mais déjà, j'ai pas jugé mon père et je sais même pas si c'est une erreur. Enfin, ça, c'est leur histoire de couple, en fait. Ce qui me choque, moi, au moment où j'apprends en fait, j'ai une petite sœur, c'est que je comprends pas. C'est que forcément, je me dis, mais en fait, c'est un enfant qui est arrivé dans un couple. Donc, forcément, ça désidéalise la relation de mes parents qui sont ensemble depuis... je sais pas, ma mère avait 16 ans et donc mon père, ils ont 4 ans de différence, donc mon père 20 ans. Ils sont toujours ensemble, c'est un couple heureux. Moi j'ai vécu dans une maison de l'amour, quoi. Voilà, avec des règles strictes certes, mais c'est une maison de l'amour, il n'y avait que de l'amour dans cette maison. Mes 2 parents sont des personnes formidables, j'ai manqué de rien, tu vois, en étant gamine. J'ai mes petits reproches que j'ai à leur faire, mais comme nous tous, j'ai vraiment pas manqué de quelque chose. Donc j'en sais rien si mon père a commis une erreur. Est-ce que je réalise maintenant, en fait je sais juste que j'ai un idéal, j'ai quelque chose qui se brise quand même, en fait. J'ai un bouleversement qui arrive et je me dis waouh, comment, à quel moment, je me pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire, enfin tu vois, je suis une femme, en tout cas une jeune femme, je comprends ces choses-là, j'ai des questions par rapport à ma mère, je me dis waouh, c'est juste extraordinaire, quoi. Et même dans le même temps, il faut accueillir cette jeune femme dans notre famille. Donc cette phrase-là que je dis aujourd'hui, je le réalise que maintenant parce que depuis j'ai vécu d'autres choses et que je me rends compte que comme au tout début, c'est vrai que ça fait peut-être quelques minutes qu'on parle de mon père, mais je t'ai dit c'est pas le seul en fait. J'ai eu d'autres de choses comme ça qui m'ont un peu désillusionnée, mais parce que j'ai par nature tendance à peut-être idéaliser, ou j'avais tendance peut-être à idéaliser les relations humaines. Et c'est un chemin de vie, d'expérience qui me fait dire ça aujourd'hui. Je me rends compte que même moi, malgré le fait que je puisse avoir certaines valeurs morales présentes et fortes dans ma vie, je commets des erreurs et qu'il y a d'autres personnes dans ma vie qui en ont commis aussi. Mais ça n'a pas, finalement, avec le recul, au moment où quelque chose te fait mal, ça te fait mal et tu cherches un responsable, c'est normal. Mais au moment où, en tout cas dans la distance, dans le temps, je me rends compte que ça ne change pas grand-chose en fait. J'ai accepté sur le chemin, j'ai accepté d'accepter les êtres humains comme ils étaient, c'est-à-dire avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs points forts, leurs qualités, leurs défauts en fait, leur parcours de vie, leurs victoires, leurs défaites. C'est un chemin de vie en fait qui m'amène à dire aujourd'hui que finalement les meilleurs d'entre nous commettent des erreurs. Et si je l'avais su aujourd'hui, c'est pour ça que j'aurais aimé que ça soit quelque chose que ma mère me dit, parce que c'est des conversations qu'on a eues aussi, ça m'aurait fait un peu moins mal au cœur, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et les coups de la vie m'atteignent des fois beaucoup plus fort que la moyenne. Et je me serais épargnée des certaines souffrances si j'avais su ça. Aujourd'hui n'est pas demain, le temps ne nous appartient pas. C'est la nuit qui révèle les étoiles, c'est la nuit qui révèle les étoiles, mais tout à l'heure c'est la nuit qui réveille les étoiles, c'est la nuit qui révèle les étoiles. Alors, par rapport à ce que tu dis et par rapport à cette phrase, j'ai l'impression que la vie c'est constamment, en anglais on dit roller coaster, des up and down, il faut savoir les prendre. En tout cas quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maturité, ce qui est normal. Mais aussi beaucoup de paix. Et en fait, peut-être parce que cette phrase, qui est importante aussi pour moi, m'évoque beaucoup de paix. Quel est le processus, en fait, entre guillemets, de vie qui nous permet de pouvoir se dire que toute personne a le droit à l'erreur. On se le dit quand on discute, quand on échange, comme là, on peut se dire tout le monde a le droit à l'erreur, mais l'appliquer, le comprendre, c'est comme tu disais tout à l'heure, sur le coup, on peine à le voir, on peine à le comprendre. Et certaines personnes, de par leur caractère, finalement, n'acceptent pas ces erreurs. Comment on peut faire selon toi ? Ou en tout cas par rapport à ton expérience Déjà, on peut pas faire grand-chose par rapport
à un événement qui est déjà survenu. On ne peut contrôler que nos actes et que nos pensées. Et encore, parfois, on est le résultat d'une histoire personnelle, d'une histoire générationnelle, de nœuds que l'on porte en nous pour X ou Y raison, où on pose des actes, où on a des pensées qui peuvent être une résultante en fait, ou des réflexes. C'est un travail de tous les jours, c'est une décision. C'est une décision de se dire « je veux aller bien ». Je veux aller bien en fait. Je décide d'accepter la vie pour ce qu'elle est. La vie qui est une navigation en fait, qui est un chemin, qui n'est pas autre chose. La vie est un chemin avec des hauts, des bas. Personne sur cette terre ne peut dire que la vie c'est une ligne droite en fait. Ce n'est pas possible. Et là on parle que de nos vies quoi. À l'échelle de l'univers, on voit bien qu'on est les êtres humains à l'intérieur de cycles continuels en fait. Cette phrase dont tu parles quand on dit la nuit qui réveille les étoiles, c'est une autre façon de dire que après la nuit vient le jour. Il y a des choses qui sont immuables et qu'on ne peut pas changer. Et c'est juste une prise de conscience. Moi, je suis arrivée sur ce chemin-là parce que, étant particulièrement hypersensible, je souffrais beaucoup de choses qui pouvaient laisser mes amis, ma famille, mes collègues plus insensibles. Et je ne comprenais pas. Et c'était très compliqué pour moi parce que quelque chose qui pouvait faire rire quelqu'un ou qui allait contrarier quelqu'un dans mon entourage pendant 1 heure de temps pouvait me contrarier 24 heures. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues à souffrir comme ça tout le temps en permanence, à subir finalement les coups de la vie ? Ou est-ce que tu décides de faire quelque chose pour te protéger un peu et prendre la vague plutôt que de rentrer dedans ? Mais vraiment, j'ai un souvenir comme ça de m'être réveillée et de m'être dit ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont fait lire beaucoup de livres de livres spirituels, de livres sur le développement personnel, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je pense que ça devait être ma première ou ma deuxième année en France, il y a l'université, je me suis dit qu'il fallait que je cherche en fait, qu'il fallait que je cherche un moyen de grandir spirituellement, de grandir émotionnellement. Et j'ai lu énormément de bouquins. J'étais passionnée de développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres d'ésotérisme, de yoga. Voilà, tout ce qui pouvait me permettre en tout cas de comprendre ce qui pouvait se passer dans mon être, dans mon corps, de comprendre les relations entre les différents êtres humains. Mais pour faire court, c'est une décision. En fait, la plupart des êtres humains souvent subissent leur vie ou subissent les événements douloureux qui peuvent survenir dans leur vie. Et ça, c'est une double peine un peu. Enfin, moi qui suis hypersensible, moi je le ressens comme ça. Pour moi, c'est un peu une double peine. C'est-à-dire que tu vis quelque chose de difficile et en plus, tu t'auto-flagelles ou en tout cas tu subis pendant tellement longtemps, tu tires une douleur, une souffrance plutôt même de ces événements que tu portes sur ton dos, qui te bloquent, que tu vas emporter comme bagage dans des nouvelles relations. Et donc j'ai juste décidé, pour répondre à ta question, j'ai décidé un jour d'aller mieux et je me suis renseignée sur tout ce qui pouvait m'aider, moi en tant que personne, à grandir émotionnellement et spirituellement. Et depuis, c'est un chemin que je fais au quotidien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul, de maturité, etc., comme tu dis, mais c'est un chemin. C'est pas un résultat final qui est arrivé comme ça, comme de l'inné. C'est vraiment un chemin qui... à force de lecture, de distance sur moi-même, de chemin spirituel, j'ai des petits réflexes qui font que j'ai plus de paix.
Mais c'est pas une paix, c'est pas du tout quelque chose de, comment je pourrais te dire ça, un peu comme une atmosphère, quoi. C'est pas juste, oh, Antonia elle est zen, non, c'est du travail au quotidien. Parce que dire que je choisis la paix, ça veut pas dire que dans mon quotidien, j'ai pas des moments de doute, de stress, d'angoisse, d'anxiété, de dépression, de déprime plutôt. De dépression, ça m'est arrivé aussi. C'est juste que je garde en tête que mon objectif, ou en tout cas ma voie, mon chemin, c'est plutôt la paix. Et j'utilise toutes les petites techniques que je peux avoir, comme la technique de la respiration, dont je parle souvent, du souffle, je médite, je continue de lire et de m'instruire sur l'émotionnel, le développement personnel, etc. pour avoir cette paix tout le temps, parce qu'elle est beaucoup plus agréable que tout ce que j'ai pu vivre auparavant, quoi. Comment tu définirais l'hypersensibilité? C'est quoi d'hypersensible pour les personnes qui nous écoutent? Les hypersensibles, c'est des personnes qui ont une sensibilité un peu plus élevée que la moyenne, qui souvent peut être vécue un peu comme une difficulté, une adaptation, une inadéquation au monde, aux autres. Ça peut se transcrire par une émotivité assez forte, on est sensible, voilà, c'est con, mais tu vas pleurer beaucoup plus souvent que les autres devant des films, avoir une empathie, un degré d'empathie important, avoir une sensibilité accrue des sens, des 5 sens, tu vois. Moi, par exemple, j'ai l'ouïe super fine, mais l'odorat aussi. Je vois très mal par contre, je suis myope comme une taupe, mais on a une hypersensibilité, une sensibilité accrue des sens. On peut aussi, en tout cas, réfléchir, en tout cas avoir un cerveau un peu hyperactif non-stop, un mental assez agité qui analyse beaucoup de choses en même temps, tout le temps, donc ça peut créer des troubles du sommeil ou même avoir un terrain à l'anxiété ou à la dépression, et puis avoir l'impression, comme je disais tout à l'heure, de vivre les choses de façon beaucoup plus intense en fait. Tout à l'heure, tu as parlé de beaucoup lire. Est-ce que tu aurais des livres que tu nous conseillerais? J'ai lu tellement de livres, ça dépend sur quel sujet. Soit sur le développement personnel, sur l'ésotérisme, sur le yoga, enfin, en tout cas des livres clés qui t'ont permis de retrouver de cultiver ta paix, ou des livres clés qui te permettent de cultiver ta paix. J'ai un livre que je recommande souvent, qui est un livre de Madame Poletti. J'espère que le titre est exact, mais Poletti, ça doit être Chemin de sagesse par temps difficile. Donc ça, c'est un livre voilà, qui m'a beaucoup aidée et que je recommande énormément. Tu m'as recommandé ce livre. Je crois bien que tu me l'avais même donné ou tu me l'avais prêté. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ce livre, qui s'appelle Chemin de sagesse pour les temps difficiles, de Rosette Poletti, grâce à Tonia, j'ai pu en tout cas le lire il y a peut-être 2 ans, parce que j'étais dans une période aussi spéciale. Donc, si vous voulez, l'idée de ce livre, c'est de savoir comment traverser les temps difficiles, comment trouver du sens aussi, avoir du courage d'avancer, quelle que soit l'intensité des orages. Cultiver la paix dont tu parlais tout à l'heure, aussi savoir comment s'ouvrir aux autres, développer la compassion. Et la résilience. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, et que si c'est des sujets qui vous intéressent, comme Tonia elle a pu dire, c'est un livre à lire. Est-ce que les 2 autres livres que tu nous proposerais? Conversation avec Dieu. Je connais pas, ça parle de quoi? C'est un livre de Neil Walsh, où l'auteur, en tout cas, imagine des conversations avec Dieu. Je vais pas en dire plus, je vais te donner l'envie de le lire. Alors, ça aurait très bien pu s'appeler Conversation avec la vie. C'est un livre qui est plus spirituel que religieux. Mais c'est l'histoire d'un être humain qui pose des questions que nous posons tous au quotidien, à la vie, au ciel, à Dieu.
surtout quand on a des choses plus difficiles qui nous arrivent. Et le troisième livre, j'avais une idée tout à l'heure. Et puis elle est partie. Peut-être un livre qui s'appelle... Alors les mots, est-ce qu'on peut chercher peut-être ensemble? Les mots sont des fenêtres ou des portes, que je ne vais pas me rappeler l'auteur. Les mots sont des fenêtres ou des portes. Enfin, il y a un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres. Et je ne sais pas si c'est de ce livre que tu parles. C'est un livre sur la communication non violente. Oui. Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Ou bien ce sont des murs. Ça veut dire beaucoup de choses. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est-à-dire que dans la façon de s'exprimer, je dis souvent à mes amis ou à ceux qui me connaissent, on peut tout dire, mais la forme et le support sont importants. Ça, c'est quelque chose aussi qui a changé ma vie. Parce que je pense qu'on devrait apprendre la communication non violente dès la maternelle, en fait. On ne devrait pas attendre que les gens soient dans des conflits ou à des postes de négociation pour apprendre les bases de la communication non violente. Parce que je pense que la plupart des êtres humains ne savent pas communiquer. Et c'est un livre très intéressant qui pose les bases de la communication tout court, en fait, parce que la communication, de toutes les façons, devrait être non violente. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ton discours depuis le début. C'est la quête de la paix, la quête aussi de cultiver sa paix et de la développer. Et souvent chez nous, en Afrique ou dans les diasporas africaines, lorsqu'on recherche la paix, on se tourne vers Dieu, vers la religion. Et tout à l'heure, ton deuxième choix de livre s'est porté... Tu as dit que la conversation avec Dieu aurait pu être la conversation avec la vie parce que c'est plus spirituel que religieux. Donc toi, tu fais une différence entre la spiritualité et la religion. Oui. Pourquoi, comment? Et comment tu expliques qu'il y ait souvent un amalgame peut-être entre les deux? Parce qu'on ne sait pas, parce que souvent on est ignorant encore plus malheureusement quand on vient d'Afrique ou de la diaspora, parce qu'on a été coupé de nos religions traditionnelles par la force en nous imposant des religions qui venaient d'ailleurs pour plein de raisons en tout cas que beaucoup de personnes connaissent déjà, la traite arabo-négrière, la traite, le commerce triangulaire, la colonisation. On nous a imposé à un moment donné d'autres religions parce que ça faisait partie en tout cas d'un master plan pour nous conquérir. Parce que c'est plus facile de conquérir des peuples quand on les coupe de leur spiritualité originelle. De leur ancrage. Ou de leur ancrage, c'est une technique de guerre, en tout cas, de détruire l'esprit et les bases et la culture, en tout cas, des peuples que l'on veut asservir. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on fait un amalgame, c'est parce qu'on ne sait pas, en fait. La religion, il faut imaginer ça comme un petit bocal avec un poisson rouge au milieu de l'océan. Et l'océan, c'est la spiritualité. Donc le bocal, c'est le bocal qu'on achète et qu'on pose chez nous, en fait, pour nous faire penser à la mer, pour nous faire penser à cet océan. Et puis c'est le nôtre, quoi. Donc on y met ce qu'on veut, on le nettoie, on met des petites étoiles pour le poisson rouge qui est une représentation de nous-mêmes. Voilà, on met de l'eau verte ou bleue ou transparente, on fait ce qu'on veut. Et c'est très personnel, la religion, pour moi. La spiritualité, c'est être conscient que on a une vie intérieure. Je pense que tout être humain sur Terre se rend compte qu'il a une vie intérieure, en fait. Qu'il n'a pas une vie juste de chair et de transformation physique, en fait. On a tous fait des rêves dont on se rappelle et où on a du mal à savoir si on est entre la réalité, le présent, le futur. On a un monde interne qui est assez puissant, on ressent de l'intuition. Il y a plein de phénomènes, en fait, qu'on ressent la plupart du temps, mais qu'on n'a pas vraiment développé, qu'on nous a pas appris, en fait, ce que c'était, comment toucher du doigt, en fait, toutes ces choses qui peuvent se passer à l'intérieur de nous. Et la spiritualité, pour moi, c'est les règles essentielles, enfin les règles, l'ensemble, en tout cas,
des règles, des lois naturelles en fait qui relient l'être humain à une dimension plus grande qui dépasse juste une dimension de physique. Donc ce que moi j'appelle notre vie intérieure. C'est intéressant, lorsque je discute avec certaines personnes, il y a vraiment une école un peu qui est en mode... Enfin, c'est des personnes qui sont d'ailleurs, qui choisissent de dire qu'ils sont plutôt spirituels que religieux, que la religion est dogmatique. On doit suivre des règles, il y a un Dieu, il faut faire un culte, il faut aller à l'église, il faut prier, etc., etc. Alors finalement la spiritualité c'est toi qui choisis comment tu parles à Dieu. Il y a peut-être pas de process, on t'oblige pas. C'est toi-même qui choisis de créer peut-être les moyens ou la passerelle pour rentrer en contact avec Dieu ou une divinité autre. Il n'y a pas de règle. Je ne sais pas s'il n'y a pas de règle. La spiritualité, c'est juste cette conscience-là, c'est vivre avec cette conscience-là. Et appliquer des règles, il y a des règles quand même, hein. Enfin, je sais que c'est peut-être bizarre de dire ça, mais il y a quand même des règles, parce que c'est quand même accepter d'être connecté, en tout cas à ce monde intérieur, c'est quand même dire qu'on pratique cette spiritualité. La religion, certaines religions sont dogmatiques, je connais pas toutes les religions du monde pour dire qu'elles sont toutes... Je suis pas assez calée en théologie pour te dire ça. Si toutes les religions sont dogmatiques, certaines le sont en tout cas. Maintenant, la spiritualité, comme je t'ai dit, vraiment pour moi la bonne définition, elle est là. Une religion, c'est l'ensemble des outils qui te permettent d'exercer ou en tout cas de travailler à travers certains channels ta spiritualité. C'est un petit bocal dans l'océan en fait. Et ça reste très personnel. Une religion, c'est quelque chose que tu choisis la plupart du temps ou qui t'a été transmis par tes parents. La spiritualité, t'es pas obligé de dire que je suis spirituelle. Pour moi, en tout cas, après, chacun vit sa spiritualité comme il l'entend. Il y a des personnes qui ont une spiritualité complètement déconnectée des différentes religions qui peuvent exister. Moi, ma spiritualité, je la vis dans l'acceptation des différentes religions auxquelles j'ai été exposée. Je suis née catholique. En tout cas, mes parents m'ont baptisée catholique. Ma mère était protestante, elle s'est rebaptisée catholique. J'ai grandi dans un pays, au Sénégal, qui était un pays musulman. Mes parents ont partagé avec moi dans leur curiosité et leur apprentissage de la vie, de la spiritualité bouddhiste. Ma fondation, c'est une religion aussi. En tout cas, beaucoup de choses différentes en fait qui permettent de vivre à l'intérieur de cette vie intérieure. En tout cas, de prendre pleinement conscience de cette vie intérieure et de la transformer grâce à plusieurs outils, de travailler ce que moi j'appelle travailler en conscience, travailler sur différentes choses qui sont pas forcément sur une dimension physique et terrestre si tu veux, parce que je suis persuadée, pour moi en tout cas, qu'il y a d'autres choses que juste notre vie, on va dire physique, classique, ton quotidien, ce que tu fais quand tu manges, quand tu es très dans la chair en fait. C'est ça pour moi la spiritualité. Je sais pas si je réponds à ta question du coup. Oui, avant de venir à un projet d'album que tu as fait, que j'ai beaucoup apprécié, comment tu perçois le fait que beaucoup de personnes chez nous se tournent vers la religion? Comment tu l'expliques? Est-ce que toi tu l'expliques sur le fait que on vit un malheur, perte d'un être cher, une fausse couche, ton mari te trompe, ton mari te bat, ta femme te bat, etc., etc. Chez nous, tout le monde se tourne soit vers l'église, soit vers le bar. C'est peut-être un peu binaire. Vers le bar? Oui, soit l'alcool, c'est ça? Vers l'alcool. Okay. La vie, on brinque, on sort. Soit on se tourne vers l'église ou la religion en fait. Comment tu expliques ça? Comment toi, dans ta manière de vouloir libérer la parole, tu l'interprètes? Parce qu'au fond, toutes ces personnes, elles cherchent la paix, la sérénité d'une certaine manière. Oui, et puis chacun a peu décidé de comment il arrive sur ce chemin-là. Je suis persuadée que l'homme noir, l'homme, la femme, l'être humain noir, africain... Afro-something. J'aime pas ce mot. Afro-descendant, on dit aujourd'hui, mais en tout cas, d'origine africaine ou d'origine africaine, est très spirituel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que nous sommes des êtres spirituels.
plus spirituel que la moyenne. Nous sommes le berceau de l'humanité. Je suis persuadée qu'il y a des choses que nous portons en nous, dans nos gènes en fait. Qu'on est le résultat d'une histoire, qu'on est le résultat de générations passées. Et que nous sommes la genèse. Et comme je suis quelqu'un de spirituel, je suis persuadée qu'au-delà de notre histoire historique, de notre histoire scientifique, du Big Bang, etc. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec le Big Bang, mais en tout cas, voilà. Je suis persuadée qu'au-delà de la réalité historique ou scientifique, il y a aussi une réalité spirituelle et que le noyau, le berceau de l'humanité, la genèse, c'est l'homme noir. Donc je ne suis pas étonnée en fait que les gens aillent vers la religion. Ils veulent transcender quelque chose en fait. Nous, en général, on veut transcender quelque chose. Est-ce que c'est particulier à l'homme noir ? Ça reste à discuter. Je pense qu'il y a peut-être des études sociologiques qui ont été faites dessus. Mais pour moi, je suis persuadée que l'être humain est particulier. Enfin, l'être noir, je ne sais pas si c'est politiquement correct ce que je dis, mais l'être noir est un être spirituel par essence. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens... si ta question est pourquoi est-ce que les gens peuvent se perdre dans la religion, parce que tu compares ça au bar, donc à l'alcool, et je pense qu'on parle dans ton idée, tu parles plus de dépendance, ça correspond à des réalités socio-économiques aussi. Quand on n'a pas d'espoir, on se raccroche souvent à quelque chose qui peut nous mener ailleurs. Et si la spiritualité ou la religion ne représente pas cet ailleurs, qu'est-ce qui reste ? On laisse nos auditeurs, en tout cas, nous répondre. Via le hashtag si maman m'avait dit. Alors avant de clôturer ce bel échange, qui est l'avant-dernier en tout cas de la saison numéro 1 du podcast, je souhaite revenir vers un projet d'album, ton premier album, Vulnérable, où tu parles notamment de vulnérabilité. J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première question c'est, je sais que tu travailles dans les études marketing, plutôt spécialisé dans toutes les questions de biologie, médecine. Comment on se retrouve à faire un album de spoken word, un album parlé, de mots, comment on y arrive? Aucune idée. C'est marrant parce que je pense qu'on m'a posé déjà plusieurs fois la question et je suis toujours en train de réfléchir à comment c'est arrivé. J'écris depuis très longtemps, j'ai toujours écrit, aussi loin que je puisse m'en rappeler, j'écris, j'adore écrire, j'adore les mots en fait, j'adore, pas que la langue française d'ailleurs, même la langue anglaise en fait, j'adore la poésie des mots, j'aime les mots. Ça fait très longtemps, je pense que je me suis rendu compte de ça depuis l'école primaire en fait. Et mon père, j'ai beaucoup parlé de mon père, ma mère va croire que je l'aime pas. Heureusement qu'il n'y a pas de ça entre nous. Mais mon père, j'ai un souvenir que mon père m'a acheté des bouquins, j'avais à peine 2 ans, tu vois. Donc j'adore lire. Et j'adore écrire et j'adore la musique. C'est juste un mélange de tout ça en fait. Je pense que j'étais super fan quand j'étais adolescente de MC Solar par exemple. Tu vois, c'est vraiment... je suis pas très fan moi. C'est pas dans ma personnalité d'être fan d'artiste. Mais j'ai 2 personnes dont je suis vraiment fan, allez voir peut-être 3. C'est MC Solar, Lauryn Hill, Oxmo Puccino. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui arrivent Il n'y a même pas Beyoncé. Non, il n'y a pas Beyoncé. J'aime beaucoup Beyoncé, mais non, je suis pas fan de Beyoncé. Je tuerais pas pour aller à un concert de Beyoncé. Voilà quoi. Je suis un peu agoraphobe, donc je me pose toujours beaucoup de questions pour aller dans des endroits où il peut y avoir des mouvements de foule. Mais tu vois, un concert de Lauryn Hill, malgré tout ce qu'on peut dire d'elle et tout ça, je vais les 2 pieds devant parce que au-delà de la musique, moi j'entends les mots quoi. J'entends la construction des phrases, j'entends tout le vécu. Son album qui est juste Top of the World pour moi de Miss Education, c'est un album qui m'a appris à écrire quoi. Et surtout à prendre ce que tu pouvais avoir dans le ventre, à ce que tu pouvais ressentir et à le donner cru au monde. Mais avec beaucoup de classe. Se montrer vulnérable, mais rester dans la pudeur, ça c'est des gens qui savent faire ça, en tout cas les 3 personnes que j'ai citées là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'écris toujours, j'ai eu des blogs à des moments donnés, mais bon, je faisais ça comme ça parce que, comme tu disais, moi à la base, je suis dans les études de marché aujourd'hui, mais la vérité c'est que...
devais être médecin quoi quand j'étais petite, c'est ce que je me disais. Et puis après j'ai un peu bifurqué, je me suis dit que j'avais pas la vocation, je voulais faire pharmacie. Puis finalement j'ai fait de la biologie. Et puis j'ai complètement coupé le cordon ombilical et j'ai commencé ma carrière dans l'événementiel. Et donc je suis aujourd'hui dans les études de marché, comme je pourrais être ailleurs en toute honnêteté. Je me considère aussi comme un multipotentiel, mais ça je pense qu'on pourra en reparler dans un autre podcast. Un jour j'écris. Un jour, je rentre du Togo, dont je suis originaire aussi, et je suis en PLS, quoi. Je suis vraiment en stress total parce que quand je pars du Togo, il y a des manifestations, pas tous les jours, mais en tout cas, il y a un climat socio-politique qui est tendu, et j'ai l'impression d'abandonner mon pays. Et c'est la première fois que je ressens ça. J'ai l'impression vraiment d'abandonner mon pays et je rentre en France et j'ai 3 mois de déprime, je crois. J'arrive pas, quoi. J'arrive pas à me déconnecter de ce qui se passe là-bas. J'arrive pas trop à comprendre. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Silence, qui parle de la situation socio-politique au Togo. Et je l'envoie à plusieurs amis. Je le poste sur Facebook et puis à un moment donné, je l'enregistre aussi. Que je dis ce que j'ai dit en te disant que l'écriture, la lecture et la musique, c'est très important pour moi. C'est vraiment très important et c'est intrinsèquement lié. Quand j'écris, souvent, j'entends en fait ce que j'écris. Ou alors, quand je dis quelque chose, je vois comment je peux l'écrire. C'est très, très lié. Donc, j'ai enregistré à ce moment-là et je l'envoie à plusieurs amis, dont un de mes amis qui s'appelle Elom Vince, qui est rappeur, que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années. On s'est rapprochés parce que j'avais une marque de vêtements où je travaillais des tissus traditionnels africains. Donc il était très intéressé par ce travail-là qui faisait écho à ses activités de militant panafricain. Donc je lui envoie ce morceau et il me dit mais je savais pas que tu faisais ça. Je dis ben ça quoi? Il me dit mais c'est toi qui as écrit ce que tu m'as envoyé. Je dis ben oui, c'est ta voix. Je dis ben oui. Il me dit mais t'as d'autres choses comme ça et je lui envoie d'autres choses. Et il me dit ben c'est super ce que tu fais vraiment. En tout cas j'ai un projet. J'aimerais bien sur mon album que des femmes enregistrent, posent leur voix sur des textes que j'ai écrits. Donc quand tu viendras à Lomé, ça serait bien que tu fasses ça pour moi si tu le veux et tout ça. Je lui dis ok, pas de problème. Et quelques mois plus tard, je vais à Lomé. Il me dit ben tel jour si tu veux passer au studio pour faire ce dont on a parlé, tout ça passe. Et je lui dis ok, on y va. Et il devait avoir une autre choriste ce jour-là qui est pas venue parce qu'elle se sentait pas bien ou qui est venue, mais enfin bon bref avant que j'arrive, mais elle se sentait pas bien. Et du coup il me dit ben on pourra plus le faire parce que elle a pas pu venir et bon ça sert à rien, on va pas juste faire toi. Donc j'ai une idée, on va enregistrer ton texte. Je dis ben quel texte? Parce que le texte tu m'as envoyé. Je dis ben non. Il me dit ben pourquoi? Je dis ben je l'ai pas je le connais pas. Il me dit c'est pas grave, moi je l'ai. D'accord. Je dis bah ouais, bah je sais pas, c'est bizarre. Je dis mais pourquoi tu veux faire ça? Bah tu veux aussi enregistrer tes autres textes? Non. Écoute, le studio est loué quoi, donc vas-y, t'as rien à perdre quoi. Essaye. Je dis bah je les connais pas. Il me dit c'est pas grave, on va sur internet, je suis sûre que tu peux les retrouver, il y a internet, tu les fais quoi, on s'amuse quoi. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré réellement, un peu par hasard. L'album s'appelle Vulnérable et justement mes deux dernières invités, autant Brice que Eric, ont beaucoup parlé de la vulnérabilité du côté de l'homme. C'est quoi pour toi la vulnérabilité et comment on devrait embrasser selon toi cette vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est un concept qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et je pense que c'est une bonne chose, que c'est dans le bon sens. Avant, quand on parlait de personnes vulnérables, on parlait de personnes précaires. Tu sais, on parlait des SDF ou des femmes seules, etc. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on commence à entendre beaucoup plus en psychologie ou même dans le management où on parle de la vulnérabilité du manager, quoi. Être vulnérable, c'est accepter que c'est laisser la porte ouverte en fait au changement, c'est laisser la porte ouverte à ses sensibilités, c'est laisser la porte ouverte à des failles. C'est juste laisser en tout cas la possibilité, être ouvert d'âme, si je peux dire ça comme ça. C'est être ouvert d'âme, c'est être ouvert à la possibilité de changement, de bouleversement et pas être dans une position fermée
qui refuse les challenges et la difficulté. C'est ce que c'est pour moi en tout cas, c'est ce que c'est la vulnérabilité. Et c'est vrai que traditionnellement, dans nos cultures, on s'interdit un peu d'être vulnérable. On nous dit qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être fort, qu'il faut être digne, pas trop parler des choses qui ne vont pas, il ne faut pas trop dire, il faut toujours avoir cette posture de dignité plus, tu vois, de pudeur plus. Et en particulier, je pense que chez les hommes noirs, c'est mon analyse, mais je pense qui est confirmée de plus en plus aujourd'hui parce qu'on essaye, en tout cas les jeunes générations d'Africains ou de personnes d'origine africaine commencent à libérer la parole. On commence à accepter ça et à essayer de développer l'intelligence émotionnelle même chez les hommes. Tu l'as plusieurs fois mentionné, qui est revenu beaucoup dans ton discours en fait. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? L'intelligence émotionnelle, c'est être capable de lire ses émotions, d'avoir de la distance avec, tu vois, de pouvoir exprimer ses émotions. Et c'est vrai que dans le cliché, en tout cas, on va dire, d'ailleurs ça va un peu au-delà du cliché, je me rappelle plus des nombres exacts, mais il paraît que dans le vocabulaire, une femme a beaucoup plus de mots qu'un homme, tu vois. Ça a l'air sexiste ce que je dis, mais globalement, par nature peut-être ou pas, ou par la construction de la société et du genre, les femmes vont pouvoir plus facilement exprimer leurs émotions, être capables de dire j'ai mal parce que je suis frustrée, je suis déçue. Tu vois, on a une palette plus large, alors qu'un homme, il va dire je suis énervé. Pourquoi es-tu énervé ? Un homme. Je caricature, je suis dans une caricature bien sûr, parce qu'on peut très bien avoir des hommes qui ont une très forte intelligence émotionnelle et des femmes qui sont pas au top à ce niveau-là. Mais globalement, c'est pour dire qu'un être qui, en tout cas, a capté, qui pouvait travailler sur son intelligence émotionnelle, parce que c'est pas que de l'inné, c'est quelqu'un qui arrive à développer en tout cas la palette de ses émotions, à la comprendre, à l'exprimer et à avoir du recul. Et puis à s'en servir aussi. En fait, l'intelligence, c'est bien si ça crée quelque chose. Être intelligent pour être intelligent, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, dans ton album, est-ce qu'il y a une chanson qui te semble... que tu aimerais partager avec nous et nous raconter l'histoire derrière, ou tu me laisses le choix? Je te laisse le choix pour te remercier de m'avoir invitée parce que je les aime toutes. Il y a toute une histoire derrière. Donc je te laisse le choix et puis on laissera peut-être le choix aussi aux auditeurs qui pourront éventuellement revenir vers moi via mes réseaux sociaux pour me demander quelle était la signification derrière d'autres morceaux de l'album si ça l'intéresse. Mais pour l'instant, je te laisse le choix. Je te laisse cet honneur-là. Je vais aller vers Shadé, qui n'est pas ma chanson préférée, parce qu'en fait, ma chanson préférée, c'est Respire, avec Elom Vince. J'aime aussi beaucoup Fast Love. J'ai aussi ma période solo. Et j'aime Shadé parce que je trouve que... J'ai l'impression que c'est la chanson où tu as été le plus vulnérable. Enfin, moi, aujourd'hui, quand j'écoute, j'ai l'impression que c'est la chanson où tu as été le plus vulnérable, que moi j'écoutais en me mettant, j'avais l'impression d'être à côté de toi et que j'écoutais ce que tu as pu ressentir et ce que tu pouvais ressentir face à cela. Donc je vais juste lancer un peu et on va en parler et ensuite on va clôturer notre échange. Ok. Alors, chers auditeurs, je vais lancer le titre Shadé. Lentement mais sûrement, je me Et là c'est Fast Love. Fast Life. Shadé. Si tu n'es pas né, Shadé, c'est que mon bracelet de Bahia ne s'est point rompu. Si tu n'es pas né, Shadé, c'est que la vie en son œuvre me fortifie encore. Comme tu n'es pas né, Shadé, je couche ces quelques mots pour t'appeler mon ange. Shadé, m'entends-tu? Si tu n'es pas né, Shadé,
c'est que mon ventre se pare de ton absence, décoré qu'il est de leurs pensées anxieuses et absconses. Où est-elle? Qu'attend-elle? Mais que fait-elle? Il est fort, tant. Si tu n'es pas né, Shadé, peut-être leur diras-tu que tu attends l'attraction et la paix pour naître en moi. Alors, c'est 1 minute que je viens de partager avec les auditeurs et ils pourront écouter ce titre. Je trouve ce titre très fort. Est-ce que tu peux nous en parler? Shadé, c'est une conversation avec ma fille qui n'est pas encore née. Donc, dans ma vie de femme, en tout cas, j'ai eu plusieurs fausses couches. C'est le terme qui est habituellement usité. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. J'aimerais qu'on dise un autre mot parce que quand on dit fausse couche, c'est faux, quoi. Faux et couche, ça ne parle en rien, ça n'évoque en rien, en fait, ce que tu peux ressentir quand tu as conçu à l'intérieur de toi un être et qu'il n'est pas arrivé, quoi. Mais donc c'est une lettre à cet enfant qui n'est pas arrivé, parce que dans le projet, c'est pas qu'il me manquait ça, mais il y avait besoin à un moment donné que je me raccroche à ma réalité plus présente, on va dire. Donc c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que ce morceau, c'est le morceau où je me suis mise le plus à nu, parce que ça me rapportait à quelque chose que je venais de vivre, quoi. Quand j'écris ce morceau-là, quand j'écris ce texte, je crois que 3 ou 4 mois plus tôt dans l'année, je suis tombée enceinte et j'ai perdu cet enfant. Et donc, voilà, ça parle de ça, rien d'autre. C'est quelque chose qui arrive à un nombre incroyable de femmes, mais qui reste un sujet tabou, qui reste quelque chose dont on ne parle pas assez, et pour lequel je trouve les professionnels de santé sont pas tout le temps très bien formés, et globalement aussi les êtres humains. Souvent on a dans notre entourage, dans notre famille, dans nos amis, des gens qui nous posent des questions un peu intrusives quand on est une femme, ou même un couple, sur quand est-ce qu'on va faire un enfant, pourquoi on n'a pas encore d'enfant. Et en fait, personne ne peut savoir quelle est l'histoire personnelle que les autres ont avec la conception et ou la maternité. Et c'est quelque chose de très privé, de très intime. C'est un morceau qui est très intime, en fait. Donc c'est clairement un des morceaux les plus intimes, parce que ça parle de mes entrailles, quoi. Et c'est ce que c'est ce que j'exprime dans ce morceau. Il y a pas un paragraphe, en fait, qui n'évoque pas cette douleur, en tout cas, que ça peut être de désirer un enfant et de pas forcément le voir arriver. Mais en même temps, c'est un morceau qui exprime aussi ce besoin de dire aux autres que c'est pas tant leur problème, quoi. Et pour ça, c'est Shadé dans le morceau qui parle à ma place, quoi. Peut-être leur diras-tu que tu arriveras quand le monde sera en paix. Quand le monde sera en paix. Parce qu'en fait, au final, voilà. Est-ce que c'est compliqué, selon toi, d'être une femme, je veux préciser noire parce que bon, c'est important par rapport à nos contextes, d'être une femme noire, d'être une femme africaine qui est plus ou moins successful dans sa vie professionnelle, aussi personnelle, qui n'a pas d'enfant? Est-ce que toi tu ressens le poids, ou le fait que toi tu habites à Paris, tu as l'impression que tu le ressentirais moins que si tu vivais à Lomé? Alors, je ne ressens pas de poids, mais grâce à tout le travail de recherche de paix intérieure dont je te parle depuis tout à l'heure, je le ressens pas à cause de cette maturité que je peux avoir, de cette distance que je peux mettre entre les événements, la réalité, mon désir intérieur et finalement le destin, enfin, si on va l'appeler comme ça, entre guillemets. Donc non, je ressens pas de poids, parce que en fait, au final, c'est mon problème et je l'ai porté, je le vis pleinement, je l'ai donné au monde, encore plus avec ce morceau. Donc c'est pas un poids pour moi. Néanmoins, c'est vraiment ma vision personnelle, et c'est parce que moi, Antonia, j'ai appris à m'aimer moi, et c'est moi d'abord. Donc tout ce qui me fait souffrir passe au plan secondaire. Donc la vie des autres m'importe peu. Maintenant, je pense que c'est une
fausse question que tu me poses. Bien entendu que dans le monde, de toutes les façons, déjà, même sans parler, même si on ne le rapporte pas forcément au cas d'une femme noire, dans le monde de toutes les façons, quand on a un certain âge et qu'on est une femme, on attend de nous de procréer. Malgré le fait qu'on puisse être, avoir réussi à être bien dans sa peau, être bien dans ses baskets, on demande, la société veut, et le monde contemporain, moderne dans lequel on vit, veut malgré tout qu'on soit marié et qu'on ait des enfants. Ça reste la norme. Encore plus en Afrique. Est-ce que je ressentirais ce poids-là si j'étais en Afrique ? Je ne sais pas. Je pense que je serais la même si j'étais en Afrique. Mais c'est parce que moi, j'ai fait un travail qui m'affranchit en fait du poids et du regard des autres. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux auditrices ou aux auditeurs qui nous écoutent ? Parce que, ma foi, 40 ans même, c'est même pas la question. Parce que une personne qui se marie à 22 ans, à 23 ans, toute sa famille, la regarde en mode « Hé, c'est comment ma fille ? Tu n'as pas l'enfant. » Ou au garçon, pareil. Ou toutes ces femmes qui sont célibataires, ou en couple d'ailleurs, qui pour X, Y raison, n'ont pas encore procréé. Et je ne parle pas des femmes qui peuvent être stériles, parce que je pense qu'il y a des tests qui te montrent ça. Il y a des personnes qui attendent et qui n'ont pas de réponse et qui se mettent une pression monstre, à tort ou à raison. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont actuellement en train de t'écouter ? Choisissez la paix. C'est vraiment mon message en fait. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Et si vous pouvez les changer, faites tout. Soyez dans l'action pour les changer. Si vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les changer. Alors, pourquoi se mettre une pression ou en souffrir en fait ? Pourquoi créer des cercles d'anxiété pour quelque chose qu'on ne peut pas changer ? Si on peut le changer, à ce moment-là, on met des solutions en place pour le changer et donc il n'y a pas de quoi être angoissé. Si on en revient plus particulièrement à la maternité, pour être très honnête, moi j'ai un désir d'enfant, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, je ne vais pas en souffrir. Ça arrivera quand ça arrivera. Ça arrivera quand je serai en couple avec la bonne personne dans les conditions que je souhaite. Parce que c'est mon choix. Si je décide que mon désir d'enfant est plus important à ce moment-là, je n'attendrai pas forcément d'être dans un couple classique pour avoir des enfants. J'essaierai d'autres solutions. Mais ce qui est le plus important, je ne sais pas si c'est un conseil, ce que je peux répéter en tout cas aux personnes qui nous écoutent, c'est de choisir la paix, c'est de comprendre qu'on ne peut changer, on ne peut changer que les choses qui sont dans notre pouvoir en fait. Les choses qu'on maîtrise. Qu'on maîtrise, si tant est que la maîtrise existe, parce que des fois on pense qu'on a de la maîtrise sur des choses, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et la nature humaine est ainsi faite que des fois tout va très bien. Si on parle de fertilité, je peux en parler. J'ai une maîtrise en biologie et je me suis spécialisée en biologie de la reproduction et je voulais en faire mon métier à un moment donné. Il y a des moments dans un couple, tout va très bien, tout fonctionne bien et l'enfant n'arrive pas. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de paix, de recherche de cette paix et de choix et de priorisation en fait. C'est vrai que ça a l'air facile pour moi aujourd'hui de parler comme ça, mais c'est comme je le disais tout à l'heure et je veux pas le gommer, c'est beaucoup de travail sur moi. C'est beaucoup de travail sur moi, c'est du travail que j'ai fait à des moments donnés avec des professionnels de santé aussi, avec des coachs, avec des guides spirituels. Donc il y a aussi à un moment donné, quand on sent qu'on n'y arrive plus et que c'est quelque chose de douloureux et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on peut essayer d'en parler avec quelqu'un. Le plus important, c'est de ne pas subir. Est-ce que vous avez de la peine parce que c'est votre désir ardent qui vous fait de la peine, ou est-ce que vous avez de la peine parce que la société dit qu'il faut que vous ayez un enfant?
Est-ce que vous êtes heureux dans votre couple? Oui, j'espère. J'espère que l'enfant est la cerise sur le gâteau dans un couple et que c'est pas l'inverse. Mais on a tous des schémas de vie et des schémas d'envie très différents. Le plus important vraiment, c'est de prendre le temps de se connaître, de savoir ce que l'on veut réellement et d'avoir un plan d'action pour ce que l'on veut. Moi, j'ai priorisé ma paix. Et j'ai pris le temps de travailler pour comprendre comment est-ce que je pouvais arriver à cette paix. Je mets tout en place pour que ça arrive et je ne laisse rien ni personne perturber cette paix que j'ai eue à force de travail ardent et difficile. Donc la chose que je peux conseiller, c'est de prendre beaucoup de recul et vraiment de se dire 2 choses. La première, c'est que vous êtes seul au contrôle de votre vie. Et la deuxième, c'est que c'est la nuit qui révèle les étoiles. Merci Antonia. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oh, j'ai dit beaucoup de choses. Non, rien de très spécial. J'ai rien de très spécial à rajouter. C'est marrant parce que c'était si maman m'avait dit, mais finalement j'ai beaucoup parlé de mon père. Donc je vais peut-être juste dire un mot pour ma mère parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a donné l'autorisation et la joie d'être son amie. Donc j'ai été sa fille pendant très longtemps et aujourd'hui je suis son amie et sa sœur et je me sens reconnaissante pour ce cadeau qu'elle m'a fait. Ah, c'est intéressant ce que tu dis et quelle est la différence entre le fait d'être enfin, c'est quoi être l'ami de sa mère? Quelle est la différence lorsqu'on est aussi sa mère comme amie? En fait, Diane ne veut pas finir cette conversation. On peut faire 3, mais je t'avais déjà prévenu qu'on pouvait faire 3 si maman m'avait dit. La différence, c'est que on peut très bien toute une vie durant rester la fille de ses parents ou de sa mère. Tant qu'on ne coupe pas le cordon ombilical, tant qu'on ne s'affirme pas, qu'on ne se réinvente pas en tant qu'adulte, tant qu'on ne comprend pas que nos parents sont nos parents, qu'ils sont sur cette terre-là pour nous accompagner, pour être l'arc qui pousse la flèche, tant qu'on ne les reconnaît pas dans leurs individualités, qu'on ne reconnaît pas leur histoire, qu'on ne se départage pas en fait de l'impact des nœuds qu'on peut avoir parce qu'on est le fils d'eux, qui sont tout à fait normaux, tous ces phénomènes-là. Mais être adulte, c'est reconnaître qu'on est un individu à part entière à l'extérieur de ses parents et de comprendre les liens, les tenants et les aboutissants qui font de nous ce que nous sommes, ce qui vient de nos parents et ce qui est notre individualité propre. Et donc, j'ai la chance d'avoir pu faire ce chemin-là et j'ai la chance d'avoir une mère qui m'a permis, dans mon individualité d'Antonia, d'être son amie et d'être sa sœur, c'est-à-dire d'avoir des conversations d'adulte à adulte qui demandent à des moments donnés qu'elle accepte de ne pas être dans son rôle de mère pure. Qu'elle soit capable de m'écouter comme une autre femme, qu'elle soit capable de m'écouter comme sa sœur, qu'elle soit capable de m'écouter comme son amie et que moi je sois capable de lui parler comme si c'était ma sœur, que je sois capable de lui parler comme si c'était mon amie. C'est beau ce que tu dis. Alors, chers auditeurs, vous avez compris en fait, avec Antonia, on aurait pu faire, comme elle a si bien dit, si maman m'avait dit, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux parce que vous allez beaucoup apprendre. Beaucoup apprendre et pas apprendre comme si on était à l'école, mais plutôt vous nourrir, vous enrichir et bien qu'elle soit mon amie, je prends toujours plaisir à la lire, à l'écouter et j'ai l'impression que 90% de notre échange est un échange nouveau alors que je te connais. Chers auditeurs, nous voilà à la fin du 11e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie d'Antonia David Prince. J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. Elle a partagé beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou Twitter en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit.
Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la fin de cette première saison en compagnie de Léocadie Lokmo Ducrot, ma mère. Merci.